Bonjour chers élèves de terminale, je vous informe, ce sera la dernière vidéo de l'année, puisqu'après comme les cours maintenant on sait qu'on savait pas quand ça va s'arrêter, j'ai décidé d'arrêter là pour les cours en vidéo ou en distanciel. Donc effectivement après le reste, comme je le disais, il y a dernier chapitre que je ferai plutôt en présentiel, quoi. Donc cette dernière vidéo va être consacrée donc après l'Europe à la France. Donc avec l'idée que la République française, c'est une nation solide mais instable, et une nation qui doit donc faire face, comme l'Europe, à la mondialisation, et donc justement qui est obligée finalement de se transformer pour pouvoir suivre le rythme. Alors ça va être divisé en deux parties, il y a une partie qui sera plus politique et l'autre qui sera plus sociale. Bon après les deux sont liés, hein, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu. J'ai pas fait une chronologie parce que ça sert pas à grand chose finalement dans l'esprit. C'est des informations que vous pouvez trouver relativement vite. Je vais plutôt faire de l'analyse. Donc effectivement, la Cinquième République, elle est partagée entre continuité et instabilité. C'est pour ça que je vous ai mis la photo de tous les présidents officiels, de tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la République. On voit une certaine continuité quand même. Déjà, c'est que des hommes. Ça, on y reviendra plus tard. Et il y a aussi le fait que parfois on retrouve le même décor, hein. Je pense sur 4 sur 8, on retrouve la bibliothèque de l'Élysée. Sur 2, on retrouve les jardins. Et effectivement, on a donc Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing qui se distinguent un petit peu, quoi. Emmanuel Macron, la photo est un peu coupée, mais effectivement, il affirme son identité française et européenne, par exemple. Là où Valéry Giscard d'Estaing ne montrait que l'identité française, qui montre effectivement donc des changements de paradigme. Mais toujours est-il que cette institution de la présidence de la République, elle existe encore toujours aujourd'hui et elle est prégnante. Il n'y a qu'à voir que même aujourd'hui, on commence vraiment à beaucoup parler de la présidentielle de 2022. Donc quelque part, il y a une certaine continuité qui a été montrée finalement par cette Cinquième République, avec des institutions qui ont évolué, notamment avec le passage du quinquennat et un renforcement du pouvoir du président, parfois peut-être à l'excès. Alors pourquoi ce pouvoir renforcé? Notamment, ça s'est fait via finalement le passage au quinquennat qui est adopté par référendum en 2000, puisque ça éloignait le risque de cohabitation qu'avaient subi François Mitterrand et Jacques Chirac. Donc effectivement, ça a augmenté les pouvoirs du président, qui maintenant ne fait plus qu'un avec le chef de sa majorité. Alors ça l'a agrandi au niveau, finalement il risque plus la cohabitation normalement, mais par contre effectivement ça le fragilise un petit peu dans le sens qu'il est toujours comptable. Il ne peut pas y avoir éventuellement comme pour Mitterrand et Chirac finalement des parenthèses où les Français ont le droit de dire un petit peu non à leur président en élisant une Assemblée nationale qui est un peu contraire à lui, et du moins qui lui donne moins une nette majorité. Ce qui fait que finalement les oppositions peuvent être plus violentes d'ailleurs. La Cinquième République, elle a également été marquée par la poursuite de l'ouverture aux pouvoirs locaux et européens. C'est la carte que vous avez. C'est que finalement la décentralisation, elle s'est jamais arrêtée, hein. Effectivement, on a transféré peu à peu donc des pouvoirs de Paris aux régions, notamment, donc finalement, qui ont accru en autorité. D'ailleurs, vous le savez bien, puisqu'en tant que lycéen, vous dépendez justement de la région finalement. Il n'y a que moi en tant que personnel direct de l'éducation, fonctionnaire d'État, qui dépend effectivement donc de l'État. Mais sinon, effectivement, vous en tant qu'élève, généralement, vous avez dépendu des collectivités locales. Les lois de décentralisation ont donné de plus en plus de pouvoir aux agglomérations, aux métropoles et aux régions. Les budgets et les responsabilités finalement de tout cela ont considérablement augmenté. Autre phénomène qui s'est poursuivi, quels que soient les présidents, c'est finalement l'intégration de l'Europe, puisque plus de la moitié des lois qui s'appliquent en France aujourd'hui sont des lois européennes votées à Strasbourg par des députés français, mais aussi issus de tous les autres pays européens, comme on l'avait vu précédemment. Donc les institutions, globalement, elles restent stables. Et elles peuvent être remises en question. Il y a quand même des demandes, notamment de la part des partis d'extrême gauche, finalement de refaire une nouvelle république avec des pouvoirs plus équilibrés entre l'Assemblée et le président. N'empêche que ces institutions-là, elles semblent se maintenir et beaucoup de Français y sont encore très attachés. Par contre, au niveau purement politique, c'est vrai qu'effectivement, ça a été marqué par une grande alternance. C'est qu'effectivement, quasi chaque élection, ça a vu la victoire du parti d'opposition, ce qui montre bien que dans l'esprit de beaucoup de Français, il y avait une sorte d'échec
du parti qui est au pouvoir, ce qui les conduit à reconduire finalement l'opposant à la prochaine. Pour vous donner une idée, donc très rapidement, en 1988, donc je vous avais dit, la gauche mitterrandienne s'impose finalement, et donc François Mitterrand entame un second mandat. Elle est battue aux législatives de 1993, ce qui impose une nouvelle cohabitation. Avant que finalement Jacques Chirac réussit enfin à être président en 1995, mais il subira lui aussi le même revers, c'est ce que vous avez sur l'image, en 1997, puisqu'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir passer 5 ans tranquille à la tête de la France, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et 2 ans seulement à peine après avoir été élu, il est obligé donc de gouverner avec un Premier ministre de gauche. Et effectivement, on a finalement ça qui continue, le passage au quinquennat, ça semble avoir encore plus favorisé cet effet pervers qui n'avait pas du tout été prévu quand on a fait passer le quinquennat, puisque effectivement, vous avez le président, il est aussi le chef de la majorité au Parlement, ce qui fait qu'il est tenu comptable des manquements réels ou amplifiés, supposés de l'État dans tous les champs, que ce soit politique, économique ou social. Ce qui fait que cette alternance et la supposée incapacité des deux grands partis républicains à droite et socialistes à gauche, effectivement, ça aboutit à la progression d'une part de l'abstention, qui est très nette, parfois on appelle ça le premier parti de France, et aussi à celle des partis extrémistes, et en particulier évidemment le FN qui est devenu le RN, qui a su s'imposer 2 fois au premier tour en 2002 et en 2017. En 2002, c'était un choc, c'était une sorte de quelque chose qui avait été extrêmement imprévu et facilité par l'abstention. Aujourd'hui, finalement, quelque part, le fait que Marine Le Pen puisse accéder au second tour semble quasiment vu comme quelque chose d'inévitable. Et effectivement, ce que personne n'avait prévu, c'est qu'en 2017, on a eu un candidat qui a affirmé n'être ni de gauche ni de droite, donc un jeune homme selon les critères politiques, donc on favorise plutôt l'âge et l'expérience, donc de 39 ans, qui donc est devenu président de la République, donc Emmanuel Macron. Donc cette élection, elle a bien montré effectivement la faiblesse des anciennes forces politiques en France, donc que ce soit les socialistes ou les républicains, qui ont littéralement été détruits. Du moins pour les socialistes et pour les républicains, on sent que c'est un petit peu tendu. Et on a aussi effectivement donc la montée de mouvements transversales, notamment facilités par les réseaux sociaux, que ce soit les mouvements écologistes ou finalement aussi des mouvements sociaux décorrélés du politique, comme par exemple les Gilets jaunes, qui effectivement ne répondent pas à des logiques politiques propres finalement, et semblent réunir des gens souvent d'obédience totalement opposée. Et là on voit bien qu'effectivement il y a des évolutions qui sont très imprévisibles. Ça veut dire qu'effectivement les élections de 2022, il y a une option prévisible qui est donc celle d'un second tour Macron-Le Pen, donc une redite de 2017, mais il y a une part d'incertitude justement, puisque on a vraiment des mouvements transversaux donc dans la société, que ce soit l'écologie, que ce soit les craintes concernant une supposée identité française perdue, effectivement, ou la crainte du déclin, qui effectivement se mélangent et rendent parfois les élections très imprévisibles. Alors, ça c'était pour le A. Pour le B, donc on a l'idée qu'on a une société en évolution ou en bouleversement. Alors, si vous voulez, cette société qui évolue ou qui se bouleverse, c'est un petit peu son point de vue sur lequel on se place. Pour certains, c'est une société qui est en plein bouleversement et en plein déclin. Pour d'autres, c'est une société qui évolue normalement. Parce que toutes les sociétés évoluent, il n'y a aucune société qui est figée. Comme dans tous les pays occidentaux, la France, elle semble profondément se transformer. Et les divisions qui ont toujours existé semblent également muter en conséquence. Il y a 2 questions qui semblent sortir du lot. C'est d'une part la représentation des minorités, même si le terme minorité n'est pas forcément approprié, je pensais effectivement à la représentation féminine et celle des minorités en règle générale, notamment sexuelles. Et une autre, c'est celle de l'immigration. C'est un petit peu finalement les 2 débats qui sont les plus importants au niveau social et sociétal en France. Pour ce qui concerne donc le droit des femmes, la France s'est nettement améliorée en l'espace de quelques décennies. La première loi sur la parité date de 2000.
En 1993, pour vous donner une idée, on n'avait que 6% de femmes députées. Aujourd'hui, en 2017, on est, en fait, avec la dernière mandature, celle de 2017, on est à 39%. Et on n'a pas encore eu de femmes présidentes. On a quand même eu deux d'entre elles, donc Ségolène Royal en 2007 et Marine Le Pen en 2017, qui ont su parvenir au second tour. Donc effectivement, c'est des choses qui auraient semblé un peu invraisemblables il y a quelques années, hein, quand Édith Cresson avait été la première femme politique à accéder à Matignon, donc à devenir Premier ministre. Elle avait été victime finalement de remarques sexistes qui paraîtraient aujourd'hui insupportables. La vie économique, bon, par contre, elle reste largement dominée par les hommes, hein. On estime que seuls 3% des entreprises de plus de 500 salariés sont dirigées par des femmes, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a toujours une différence d'environ 500 € dans les salaires, dans le salaire moyen homme-femme. On a une surreprésentation notamment dans les présidents de conseils départementaux ou régionaux. Et effectivement, on a une sorte de plafond de verre même dans les études, puisque finalement, on a l'impression que les femmes sont souvent très majoritaires dans les lycées généraux, dans les études courtes, mais qu'au bout d'un certain temps, on a effectivement une sorte de charge mentale, d'exigence effectivement pour les femmes de se conformer parfois à un modèle familial, qui fait que de temps en temps, elles vont moins continuer leurs études, moins continuer à avancer dans les entreprises. C'est une sorte de pression sociale qui n'existe pas chez les hommes. Donc, ce qui se retrouve d'ailleurs dans la tâche consacrée aux tâches domestiques, hein, ou alors, effectivement, quand on a eu le Covid, effectivement, le fait que les femmes se sont trouvées par contre en première ligne, puisqu'elles occupaient souvent des emplois indispensables, notamment dans le secteur de ce que les anglo-saxons appellent le care. Vous savez, le soin, finalement, à savoir effectivement tous les travaux, notamment sociaux, hein, aides-soignantes, secteur de la santé, etc., assistants sociaux, qui effectivement, quelque part, sont des boulots souvent pas forcément extrêmement bien payés, mais qui se sont révélés totalement indispensables. Concernant aussi la place faite aux femmes dans la société, évidemment, vous avez eu une sorte de révolution importante, c'est la question sur les violences sexuelles et les féminicides qui sont beaucoup plus dénoncés aujourd'hui qu'avant. C'est pas qu'il y en a plus, hein, au contraire, il y en a sans doute beaucoup moins qu'avant. C'est juste qu'avant, c'était pas forcément pris au sérieux, donc on mettait plus le blâme effectivement parfois sur les victimes que sur les agresseurs. Ce qui fait qu'effectivement, il y avait beaucoup moins de dénonciations, hein. Pour vous donner une idée, le viol, c'est devenu un crime. Avant, c'était un délit, donc justement, que dans les années 1970, qui montre bien qu'il y a quand même une sacrée évolution de ce côté-là, quoi. Des évolutions qui sont plutôt salutaires, hein, qui ne sont pas évidemment que françaises, hein. Le mouvement MeToo, finalement, des années 2010, il vient largement des pays anglo-saxons. On a aussi des évolutions extrêmement importantes du côté, effectivement, donc des minorités sexuelles. Alors, il y a eu une médiatisation très très forte, que ce soit à l'époque du PAX, donc le pacte civil de solidarité, donc qui était ouvert aux couples hétéros, mais aussi aux couples homosexuels en 1999, qui était la première étape d'une reconnaissance officielle des couples de même sexe, qui avait été très vivement combattu, de même que le mariage pour tous, mais quelque part, finalement, il apparaît que c'est une minorité qui était plus bruyante finalement que majoritaire. Puisque quand on regarde finalement les sondages, on a une très nette majorité des Français qui considèrent maintenant que l'homosexualité est juste une manière comme une autre de vivre sa sexualité. Donc on a 85% finalement en 2019, alors que en 1975, on n'était même pas à 50, quoi. Donc effectivement, il y a une grande évolution de ce côté-là. Là encore, qui ne sont pas françaises, hein, c'est quasiment dans tout le monde occidental qu'on a ce genre de choses. Et aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui affirme vouloir revenir sur le PAX ou sur le mariage pour tous. C'est plutôt sur d'autres questions comme la GPA par exemple, finalement qui vont être débattues. Il n'y a plus qu'une minorité de la population qui remet en cause finalement l'homosexualité, en sachant quand même que on se rend compte quelque part que finalement c'est chez une partie des gens issus de l'immigration que parfois le regard peut être encore assez négatif finalement, puisque quelque part on a encore une influence religieuse qui est souvent plus grande, notamment chez les musulmans, et effectivement qui fait qu'il y a un regard parfois plus négatif que l'ensemble des Français sur la question de l'homosexualité.
puisqu'effectivement, ça me permet de faire en fait le lien avec effectivement donc l'une des grandes questions qui va se poser, c'est la question de l'immigration qui est vraiment une question qui a tendance à tendre beaucoup et depuis très très longtemps les rapports sociaux en France. La France, faut savoir un truc, hein, c'est que c'est pas une nouveauté, hein. La France, depuis 2 siècles, c'est une nation d'immigrés, hein, finalement, vu que la France a une natalité un peu particulière qui fait qu'on a toujours eu besoin de bras. Bah, en fait, ça fait très longtemps qu'on accueille des immigrés en France. Là, vous avez effectivement une immigration qui était d'abord européenne, mais maintenant qui est plutôt originaire, notamment d'Afrique ou de l'ancien empire colonial, avec des gens finalement qui maîtrisent souvent déjà la langue et qui pensent s'intégrer plus facilement. Et évidemment, c'était vrai pour les Italiens qui ont été persécutés dans les périodes de crise économique, pour les immigrés italiens qui ont été persécutés dans les périodes de crise économique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'est vrai pour les immigrés de maintenant, c'est que l'immigration, l'intégration, elle fonctionne beaucoup mieux en situation économique favorable qu'en période de crise, où la population immigrée sert souvent de bouc émissaire. D'autant plus que certains donc voient la fin d'un modèle français qui serait basé sur l'assimilation et une laïcité stricte à un modèle plutôt à la anglo-saxonne qui serait plus communautaire. Et en plus, il y a une atmosphère évidemment anxiogène qui est liée à la radicalisation d'une très faible minorité de la population musulmane dans le monde et en France. Et évidemment, cette espèce d'angoisse, finalement, elle a été nourrie par les attentats de 1995 et surtout 2015. Ce qui a nourri une défiance de la part des Français. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est des problèmes qui se répondent l'un l'autre. C'est que finalement, les Français, en se montrant plus les Français, on va dire, finalement d'origine chrétienne, se montrent plus hostiles envers les musulmans et les musulmans se sentent exclus et ont donc tendance un petit peu plus à migrer vers la radicalité. C'est un peu un cercle vicieux qui finalement nourrit un peu l'exclusion des deux côtés. Alors par contre, on va être très clair, hein, c'est que globalement tout n'est pas négatif, hein. Les évolutions sociales, contrairement à on répandu dans certains médias et réseaux sociaux, la France elle est moins violente qu'elle ne l'était en vrai. Le nombre d'homicides il a été réduit par 2 depuis 40 ans. Et on se rend compte que les Français donc, sont quand même bien plus tolérants sur les questions sociétales, droits des femmes, homosexualité, écologie, droits des minorités ethniques, qu'auparavant. Mais par contre, ça dépend énormément en fait, et notamment sur la question de l'immigration, des expériences personnelles, du fait que vous ayez finalement côtoyé finalement des gens issus des minorités, que vous n'ayez pas eu de problème finalement dans votre parcours d'études ou dans votre travail. Donc ça, c'est aussi pour l'expérimentation sociale. Ça dépend aussi de la géographie, si justement vous êtes dans des villes où on est plus habitué finalement à des types d'autres modèles, hein, que ce soit sexuel, que ce soit culturel, que ce soit effectivement ethnique, ou alors dans des campagnes où vous êtes beaucoup plus isolé et moins en contact avec ce genre de choses. Et aussi des générations, hein, c'est la fameuse phrase OK boomer finalement qui semble simpliste. Finalement la question par rapport au choc générationnel. Et avec cette espèce de supposé divorce entre finalement des gens qui seraient plus ouverts et des gens qui seraient plus fermés, en sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque comme vous le disiez, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a effectivement une fracture en fait dans la population française et même dans la sphère occidentale qui va au-delà des générations, qui est parfois finalement une fracture entre l'ouvert et le fermé. Donc effectivement, donc en conclusion, donc effectivement, on a la France et l'Europe, de même que tous les pays occidentaux et même une partie des pays émergents, ils doivent affronter un risque de désunion face à la globalisation. C'est que quelque part, c'est perçu par certains comme une opportunité de réussir, une opportunité de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres civilisations, à d'autres pays, à d'autres pratiques. Pour d'autres, c'est vu comme un risque civilisationnel et un risque de déclin. Et c'est extrêmement difficile à l'heure actuelle de prévoir comment ce rapport de force il va évoluer. On ne sait pas en fait si jamais ces deux forces vont parvenir à s'entendre ou sinon, ou au contraire vont complètement se désunir.
effectivement, quelque part, ce serait mieux que ces deux forces arrivent à s'entendre pour maintenir l'esprit de communauté civique française, mais aussi l'esprit de communauté européenne. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces vidéos-là vous ont intéressé. Bon, j'ai fait de mon mieux, c'est des problèmes complexes et là je suis obligé de les traiter très rapidement, donc j'espère avoir choqué personne, vu qu'en plus de toute façon, on rentre aussi dans le dur, à savoir qu'effectivement on est dans les problématiques actuelles et donc forcément, il y a des opinions, on va dire qui sont sous-jacentes, hein. Je veux dire, effectivement, on est dans une société qui est un peu fracturée, avec une multitude de tendances. Et comme je vous le disais, ça dépend énormément de vos approches à vous, de votre expérience. Et de toute façon, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer avec l'âge. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, je vous retrouverai en présentiel pour les tout derniers cours sur la situation, là, cette fois-ci globale. Merci et à bientôt.